Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. Chaque semaine, un élu du territoire vient sur ce plateau. Une quarantaine de minutes pour expliquer les décisions qui peuvent parfois impacter notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Elisa Martin. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de votre invitation. Alors depuis juin, vous êtes la nouvelle députée de la 3e circonscription de l'Isère, qui englobe une partie de Grenoble, les communes de Fontaine, Sassenage. Je crois qu'il y a Veurey aussi, et peut-être Noyaret, on en voit en tout cas sur cette carte la circonscription, qui est la plus petite en termes de territoire sur le département de l'Isère. Très dense, effectivement. Et qui est très dense en nombre de population. C'est à peu près quoi, 120 000 personnes? Plutôt autour de 110 000. 110 000. Mais bon, on n'est pas loin, effectivement. La caractéristique première, je crois, de la 3e circonscription, c'est son caractère populaire, mais aussi une forme de diversité des territoires, puisqu'on a une part tout de même de périurbain. Donc, elle présente un grand intérêt de mon point de vue. Vous parlez des côtés populaires, il y a le sud de Grenoble, la Villeneuve, les quartiers Mistral, etc., qui font partie de votre circonscription. Vous êtes membre de la France Insoumise, Elisa Martin. Vous avez été pendant 8 ans la première adjointe d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble. Tout à fait. C'est un mandat que vous avez rendu cet été. C'était un choix ou une obligation? Alors, de toute façon, la loi l'exige. Et je pense que c'est une bonne chose. Un mandat parlementaire est un mandat qui est très dense, qui demande beaucoup de travail. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, quoi qu'il en soit et quelle qu'ait été la loi, j'aurais rendu ce mandat. De surcroît, les Grenoblois ont besoin d'une première adjointe à temps plein, qui seconde évidemment le maire. Donc, il nous est apparu, tant à Éric Piolle qu'à moi-même, que c'était ainsi qu'il fallait faire, quel que soit le cadre réglementaire. Non, alors, cette première adjointe, elle s'appelle Isabelle Peters. Alors, elle n'est pas membre de la France Insoumise, elle est membre du Parti communiste. Vous avez donc de la NUP. De la NUP, de l'Alliance à gauche. Vous avez votre mot à dire sur sa nomination? Non, pas particulièrement, mais je partage évidemment le choix qu'a fait Éric Piolle. C'est sa première adjointe, donc il était normal qu'il puisse proposer ce choix. Mais moi, c'est un choix que je partage. Isabelle est une femme qui a beaucoup de convictions, qui a beaucoup de compétences. Je l'observe autant que je puisse le faire et je tire une certaine fierté, même si je n'y suis pour rien, de sa nomination. C'est très bien, c'est une femme politique solide. Alors, vous n'avez pas démissionné, par contre, du conseil municipal. Vous restez en tant que simple conseillère municipale. Voilà, tout à fait. Et vous siégez également à la métropole, tout à fait. C'est important de garder un pied, voire les deux, dans le territoire. Exactement, tout à fait. Et participer à la hauteur, évidemment, que je peux, d'un certain nombre de débats qui sont des débats locaux, tant côté ville de Grenoble que métropole, où il y a évidemment des enjeux qui sont des enjeux majeurs, particulièrement en matière d'écologie. Alors vous avez battu Émilie Chalas en juin dernier, qui était la députée La République en marche, qui avait été élue en 2017. C'était une circonscription traditionnellement à gauche, puisque c'était celle de Michel Destot. Donc on va dire qu'il y avait une logique à ce qu'elle bascule à ce moment-là. Ça a été quand même un match tendu entre vos deux personnalités. Du passé, faisons table rase. Moi, aujourd'hui, je fais mon travail de parlementaire. Voilà, c'est ça qui m'importe. Vous ne l'avez pas recroisé depuis cette élection? Je ne suis pas certaine. Ça n'a pas d'importance de mon point de vue. Bon, vous serez amené à la recroiser dans les conseils municipaux et à la métropole, puisque vous siégez toutes les deux sans aucun doute dans la même assemblée. Premier pas, donc, en tant que député, cet été, c'était quoi l'état d'esprit quand on rentre pour la première fois à l'Assemblée nationale avec une écharpe tricolore? L'état d'esprit était évidemment celui d'une grande fierté. Ma famille, mon père en particulier, a été très touché de cette situation. Et puis, évidemment, un sens, avant toute chose, des responsabilités, puisque nous savions que nous allions avoir beaucoup de travail, beaucoup d'opposition à mener, mais une opposition évidemment constructive et argumentée. Donc voilà quels sont les deux sentiments que j'avais. De surcroît, j'ose dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous a accueillis, qui nous a fait visiter l'hémicycle. Donc, bien sûr, cela a d'autant plus renforcé, si je puis dire, mon émotion. Bon, c'est un vrai compagnon de route depuis de nombreuses années. Vous étiez militants ensemble au Parti Socialiste. Vous avez fondé le Parti de gauche ensemble. En 2008, ouais. Aujourd'hui, vous êtes
une des personnalités élues de la France Insoumise. Il y en a 72, je crois, des députés. On voit 75. 75. Bon. Ne nous en retirez pas 3. On voit la photo de famille. C'était le premier jour, ça? Oui, tout à fait. Ouais, c'est une belle photo. Bon, Jean-Luc est au milieu. Et puis on voit aussi d'emblée notre diversité, la place des femmes en particulier. C'est très important pour nous. Alors, vos premiers pas à la tribune, c'est aussi un moment, j'imagine, qui compte quand on monte sur ce perchoir, ou en tout cas juste en dessous, pour pouvoir s'adresser à la représentation nationale? Autant vous dire, bien sûr, que c'est quelque chose de très, très, très impressionnant. Hein. On est des hommes et des femmes avec nos émotions, notre passé, notre vie. Donc, évidemment, c'était très impressionnant. Après, sur un plan plus politique, hein, si vous m'y autorisez, au fond, ces premiers pas ont malheureusement confirmé les caractéristiques de la Macronie. D'abord, son caractère antidémocratique, puisque, par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir comment était prolongée l'urgence sanitaire, ce que l'on demandait à la représentation nationale, eh bien, c'était un chèque en blanc au ministre de la Santé. C'est-à-dire que ce que le gouvernement, c'est un comble, nous demandait, c'était de nous déposséder de notre propre pouvoir de parlementaire. Toujours, évidemment, cette fausse illusion du ruissellement, hein, vous savez, des richesses qui seraient créées en haut et qui descendraient jusqu'à nous. On l'a vu sur la loi pouvoir d'achat, puisque, d'ailleurs, avec la position du Front National ou du RN, peu importe, de toute façon, c'est les mêmes, un refus absolu d'augmenter les salaires. Et puis, pardon de m'exprimer de cette façon, parce qu'on peut juger que ces propos sont un peu archaïques, mais il n'empêche que c'est ça, ce qu'on appelle, nous, le mépris de classe. Et ces jours-ci, nous avons vu sur les mesures qui concernent le marché du travail à quel point cette idée de chômeurs qui ne veulent pas aller travailler, qui seraient défeignants et sous-tend particulièrement tout le travail législatif. Alors heureusement, on ne les laisse pas faire. Et particulièrement sur le chèque en blanc au ministre de la Santé, ça n'a pas été possible. Et on est fiers de ça, parce que nous sommes opposés à la monarchie présidentielle. Vous savez ce qu'on pense de la Ve République. Et nous pensons que c'est la démocratie, que c'est la République, que les députés, les sénateurs puissent faire leur travail. Alors, vous évoquez cette intervention cet été face au ministre de la Santé. Ça tombe bien, c'est le petit extrait que j'ai choisi. On vous présente souvent comme une femme de caractère. Et on peut voir ce que ça donne sur votre première intervention à l'Assemblée. Et vous nous trouverez toujours sur votre chemin en ce qui concerne la mise sous protection des mineurs et pas seulement... Pardon ? De quoi parlez-vous, monsieur ? Je demande un rappel au règlement, si c'est possible, pour ce monsieur. Traitons des sujets que nous traitons ici. Ça vous gêne que je parle de posture antidémocratique ? Ça vous gêne que je dise que dans cette loi était inscrit le principe de nous défaire de notre propre pouvoir ? Ça vous gêne ? Mais pourtant, monsieur, il faut l'assumer. C'était écrit noir sur blanc dans cette belle langue française à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure. Bon, style offensif, pas impressionné finalement de se retrouver là face à plus de 500 députés? Oh, je vous mentirais si je vous disais que je n'étais pas impressionnée, mais il faut réagir. On ne va pas, entre guillemets, se laisser faire. Et j'avais besoin d'exprimer au nom du groupe ce que nous voulions exprimer. Et en règle générale, on ne m'empêche pas de parler et de dire ce que je pense. Bon, on l'a vu. On en a la démonstration. Alors, vous siégez dans la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui est une commission importante. Oui. C'était votre choix ou comment ça s'est fait, cette désignation? Tout à fait. C'était mon premier choix et mon unique choix. Pourquoi? Alors, attention, toutes les commissions sont importantes, évidemment, mais nous avons des appétences particulières. Et la question globale de l'organisation de la République, les questions de sûreté, d'une façon générale, font partie des sujets sur lesquels je travaille et sur lesquels j'avais envie de m'engager. Je parlais de choix parce que Cyril Chatelain, qui était à votre place il y a quelques semaines, s'est retrouvé dans la commission sur la défense nationale et nous avouait qu'effectivement, elle ne l'avait pas choisi, mais qu'il fallait forcément des représentants dans chaque commission pour chaque groupe. Alors après la trêve estivale, la rentrée parlementaire s'est déroulée cette semaine. Il manquait au moins un député dans votre camp, et pas n'importe lequel, puisque c'est le numéro 2 du parti, Adrien Quatennens, qui a reconnu en septembre des violences conjugales sur sa femme. Les images qu'on va voir de lui datent du mois d'août à l'Assemblée.
On a vu que Jean-Luc Mélenchon lui conservait son estime et son amitié. C'est votre cas aussi, où vos relations, votre façon d'envisager les relations avec Aurélien Quatennens ont changé avec Adrien Quatennens, pardon. Bon, moi, là, je pense qu'il faut se dire les choses. Quelle que soit la nature de la violence dont est victime une femme, ça n'est pas acceptable. Après, sincèrement, je pense quand même qu'il faut élargir la focale et qu'il faut donner les moyens à la police de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles les femmes victimes de violences. Il faut que la justice traite avec tout le sérieux nécessaire ces situations. Et puisqu'on en est là, je vais quand même glisser un petit quelque chose. Monsieur Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui nous insécurise et insécurise le pays. Peut-être on y reviendra quand on discutera de la loi qui définit les orientations et les moyens pour le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il propose, Darmanin ? Darmanin propose de transformer l'outrage sexiste en amende. Alors qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, lorsque vous êtes responsable d'un outrage sexiste, vous allez au tribunal. Et à minima, vous avez un rappel à la loi. Alors, beaucoup de blabla, laissons faire la justice, laissons aller à leur bout les procédures judiciaires, mais prenons au sérieux pour de bon la situation des femmes dans le pays, dont on peut dire qu'elles sont des centaines de milliers victimes de violences, et ce, quelle que soit la nature de la violence. Et encore une fois, ce changement que veut Darmanin est un changement qui enlève des droits aux femmes. Sur Adrien Quatennens, c'est normal qu'il ne soit pas présent à l'Assemblée nationale, selon vous ? Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, il a besoin aussi de construire sa défense. Donc ça ne vous choque pas que, pour l'instant, il désiste Moi, je crois qu'il doit, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il doit s'occuper, entre guillemets, de sa propre situation et, mener... Il ne vous a pas dit quand est-ce qu'il reviendrait siéger à vos côtés ? Non. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que Sandrine Rousseau sur le sujet des violences faites aux femmes ? C'est-à-dire que le combat nécessite de faire le ménage coûte que coûte, quels que soient les dégâts collatéraux. On l'a vu chez vous, on l'a vu aussi à Europe Écologie Les Verts ces derniers jours. Je vous redis ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que, encore une fois, toute violence à l'égard d'une femme est inacceptable. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir le mettre en œuvre d'une façon concrète. Et ça n'est pas nous, citoyennes en tant que telles, qui pouvons mettre en œuvre. On peut bien sûr dénoncer un certain nombre de faits. C'est même absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Mais moi, et le mouvement féministe d'une façon générale, attendons, encore une fois, une situation où les policiers ont les moyens d'accueillir les femmes victimes de violences et une justice qui prend cela au sérieux. Et donc que soit préservé l'outrage sexiste, qui est un peu le premier niveau de violence, n'est-ce pas ? Vous vous faites siffler dans la rue, traiter de ci, traiter de ça. Voire à l'Assemblée nationale ? Ça, c'est certain. L'Assemblée nationale reste un milieu d'hommes. C'est absolument certain. Et on a vu un certain nombre de femmes, y compris de la France insoumise, se faire huer, par exemple, parce qu'elles ont une voix trop aiguë. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est comme ça. On n'est pas des bonhommes. Et non, on est des femmes. Et on doit être, en tant que telles, comme n'importe quel député, comme n'importe quelle femme, comme n'importe quel être humain, être respecté dans notre expression et dans notre dignité. C'est ça que nous attendons, toutes. Et puis, bien sûr, en solidarité avec un certain nombre d'hommes. Je ne veux pas caricaturer. Mais ce que nous attendons, c'est ça. C'est des services de police, de gendarmerie, qui souvent sont un peu meilleurs, mais peu importe, qui accueillent les victimes dans les meilleures conditions possibles, que la justice poursuive et que l'outrage sexiste ne soit pas finalement rabaissé au niveau d'une amende. Tout de même, on mérite mieux qu'une amende. Bon, cette situation, en tout cas, est-ce qu'elle affaiblit les forces de gauche en cette rentrée parlementaire où vous avez besoin de vous opposer, j'imagine, aux mesures gouvernementales ? Ça vient un peu parasiter le message ? Non, on fait notre job comme on doit le faire. Vous savez, on rentre dans l'Assemblée nationale, j'entends dans l'hémicycle, on défend nos amendements, on s'oppose. Évidemment, il y a un certain nombre parfois de moments où nous sommes d'accord. On fait notre boulot en essayant de ne pas être perturbé par des éléments de cette nature. Encore une fois, nous, on fait notre job. Et d'ailleurs, à la NUPES, d'une manière générale, nous sommes très mobilisés et très, très présents. Et j'en tire une certaine fierté.
Alors, il y a un dossier qui va animer les prochaines semaines à l'Assemblée nationale, c'est celui de l'énergie, qui va être en discussion avec la volonté du gouvernement d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Est-ce que vous y êtes favorable ? Au développement des énergies renouvelables, évidemment, naturellement. Après, ce qui se dessine dans ce projet de loi est évidemment pas suffisant. Et pas suffisant en termes de développement des énergies renouvelables, pas seulement parce que Elisa Martin et l'ensemble des élus de la NUPES, tout d'un coup, le décréteraient, mais parce que, par exemple, le réseau de transport d'électricité, qui n'est pas à la France insoumise, dit qu'il est tout à fait possible d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Donc c'est ça qu'on veut voir dans la loi. C'était une des hypothèses, et ça n'y est pas. Et ça n'y est pas. Et ça n'y est pas. Pas un mot, par exemple, sur l'hydraulique. L'énergie solaire n'est pas suffisamment développée. L'éolien terrestre est lui aussi absent. C'est comme d'habitude avec la Macronie, quoi. C'est-à-dire qu'on communique, mais quand on regarde d'un peu plus près ce qui est quand même notre travail, on s'aperçoit que le compte n'y est pas. Par ailleurs, il faut contextualiser ce sujet. Si on veut, et nous le voulons âprement, parce que cela relève de l'intérêt général, si nous voulons un mix énergétique 100% renouvelable, il faut protéger l'énergie. Et par là même, il faut l'organiser dans un grand service public. C'est ça le vrai sujet. Et c'est ce grand service public-là qui permettra de faire effectivement de la planification. On peut reprendre les termes. Bon, mais derrière les termes, qu'est-ce qui se cache ? Et là, incontestablement, à nouveau, le compte n'y est pas. Et l'enjeu est majeur. Vous voyez bien dans quelle situation aujourd'hui on se retrouve. Et tout ça n'est pas évidemment indépendant du coût de l'énergie. Moi, je reçois des tas de messages, des tas de mails, beaucoup de courriers de particuliers, de commerçants, mais qui me disent mais comment on va faire ? On ne va pas réussir de toute façon à honorer nos factures. Ce qui, évidemment, que ce soit pour des habitants ou pour des entreprises, est absolument catastrophique. Donc cette affaire-là doit être prise au sérieux. Nous sommes favorables à la planification écologique. Alors il faut s'en donner les moyens. Ce n'est pas juste une histoire de mots. D'ailleurs, à ce propos, quand vous avez bien voulu passer cet extrait de ma première intervention à la tribune, à un moment donné, je fais allusion à la langue française. Pourquoi ? Parce que la Macronie ne cesse d'avoir des espèces d'anglicismes là dans la bouche et que moi, ça me dérange. La langue française, elle est belle, elle est précise et il faut l'utiliser pour ce qu'elle est, quoi. Une belle langue précise. Alors, ce qui est clair, en tout cas, dans leurs orientations en matière d'énergie, c'est que le gouvernement veut continuer à miser sur le nucléaire. Au sein de la NUPES, là-dessus, vous êtes très divisés. Les communistes sont plutôt sur la ligne gouvernementale en ce qui concerne le nucléaire. C'est ainsi. On a le droit d'avoir des sujets qui sont en débat entre nous. Rappelez-vous, lorsque nous avons, en 13 jours, 13 nuits, construit ce programme commun, ce que nous avions dit. Nous avions dit que sur la question énergétique, il y aurait un référendum. Lorsque nous ne sommes pas d'accord entre nous, le plus simple, c'est de donner la parole au peuple. Le nucléaire, on peut quand même s'arrêter une toute petite seconde sur cette affaire-là. La moitié des réacteurs sont arrêtés faute d'avoir été entretenus comme ils auraient dû l'être. Ah oui, enfin, ça pose quand même question quand on nous parle de planification. On ne sait pas quoi faire des déchets. Ça veut dire que nous agissons aujourd'hui et nous mettons en danger, en difficulté, combien de générations ? Sans aucun doute, des dizaines. Donc il faut arrêter avec ça. Et nous pensons, et encore une fois, on n'est pas les seuls à le dire, qu'il faut miser sur le renouvelable. D'ailleurs, regardez, pourquoi à Grenoble, d'ici 2-3 ans, on sera capable de produire l'équivalent des besoins en électricité de l'ensemble des particuliers en énergie renouvelable. Parce que ce pari-là a été fait. Et parce qu'on a fait le pari du local. Je suis assez républicaine, donc parfois je suis un peu critique à l'action locale. Mais là, on a fait la démonstration qu'on en était capable. Ce qu'on est capable de faire à Grenoble, on doit être capable de le faire dans le pays. Et cette affaire, elle est cruciale. Donc évidemment, le gouvernement va nous trouver sur son chemin pour défendre ce développement des énergies renouvelables. Pourquoi le solaire y est si peu évoqué à Grenoble? Pourquoi l'hydraulique n'est absolument pas développée? Qu'est-ce qui se passe à nouveau derrière ces manques qui sont des manques cruels, coupables?
Alors, pour économiser de l'énergie, il y a des mesures de sobriété qui ont été adoptées et proposées par le gouvernement cette semaine. Baisser la température des équipements publics à 19 degrés, supprimer l'eau chaude des sanitaires, éteindre les enseignes lumineuses, etc. Là, vous êtes favorable à ces initiatives ? On y est évidemment favorable, mais c'est gadget. En fait, pourquoi ces gadgets ? Parce que la sobriété, la planification réclament le service public, réclament la considération de l'énergie comme un bien commun. Et puis, de surcroît, ne nous trompons pas, tous les citoyens français sont prêts à faire un certain nombre d'efforts. Il n'y a aucun problème. Moi, à chaque fois que j'ouvre mon robinet d'eau, aujourd'hui, je me dis, attends, est-ce vraiment nécessaire que d'utiliser cette eau ? Et je ne suis pas différente des autres. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une organisation nationale de services publics. Encore une fois, j'insiste très lourdement sur ce sujet, qui permettent la sobriété. Sinon, on restera dans des mesures qui sont bien sûr nécessaires, mais qui restent des mesures qui sont gadgets. Ça signifie donc qu'il faut assumer de s'opposer à l'Union européenne. Bon. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous parlons de désobéissance européenne, ce qui n'est en rien quelque chose de grave, mais qui dit qu'il y a l'intérêt général à préserver et l'énergie participe de l'intérêt général, tout simplement. Alors, puisque vous évoquez de l'Europe, le débat parlementaire cette semaine a porté aussi sur l'aide à l'Ukraine. La France insoumise était réservée au début de la guerre sur le soutien militaire à apporter aux Ukrainiens. Jean-Luc Mélenchon avait déclaré en mars que selon lui, la livraison d'armes à l'Ukraine par l'Union européenne n'était pas une réponse adaptée. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui quand on voit la situation et le fait que grâce sûrement à ces armes, les Ukrainiens ont peut-être une chance de reconquérir une partie de leur territoire ? Alors, si je puis me permettre, il ne faut pas caricaturer nos propos. Ce que nous disions à ce moment-là, c'est que dans ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit. Le rapport à l'OTAN posait problème. Vous savez que nous, on est de toute façon pour en sortir. Le rapport à l'OTAN, donc, posait problème. Et il y avait ce risque que Poutine, dont on voit bien quel genre d'individu c'est, en tant que tel, on peut dire aujourd'hui, qui fait peur, incontestablement. Bon. Surtout que là, il est dans une situation d'extrême faiblesse. Donc nous disions, attention à ne pas ajouter de la tension dans ce secteur qui est déjà tout à fait tendu. Après, nous sommes en solidarité avec le peuple ukrainien, évidemment. Nous sommes pour la préservation des frontières. Nous sommes pour la liberté des peuples à s'autodéterminer. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas débat. Sans ces armes, la Russie aurait envahi l'Ukraine. Bien sûr, on est d'accord. Mais ce que nous disions à ce moment-là, c'est faisons. Parce qu'on pouvait croire encore à ce moment-là qu'on avait les moyens de préserver la paix. Aujourd'hui, évidemment, force est de constater que la paix, elle sera sans doute fort difficile à construire. Pardon, mais puisque vous m'interrogez sur la situation internationale, laissez-moi évoquer la situation de l'Arménie, dont on parle peu. Le peuple arménien, aujourd'hui, est à nouveau sous les bombes. Et ça a été évoqué, d'ailleurs, dans les questions au gouvernement. Et j'étais très heureuse, que même si ce n'est pas quelqu'un de mon groupe, peu importe. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que la communauté internationale se mobilise et crée les conditions d'une force d'interposition pour protéger le peuple arménien. C'est très, très, très important, je crois, comme sujet, vraiment. Bon, pour finir sur l'Ukraine, la France s'apprête à livrer de nouveaux canons César là, dans les jours qui viennent. C'est finalement une mesure que vous soutenez cette fois De toute façon, il faut leur donner les moyens incontestablement de se défendre. Bon, mais ça, si vous voulez, et c'est très important, évidemment, mais ça joue à court terme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est, je pense que c'est une inquiétude partagée, c'est le moyen et le long terme. Et il faut absolument qu'on arrive, parce que là, le danger est extrême, vraiment Joe Biden extrême. Parle d'apocalypse nucléaire potentielle ces derniers jours. Par exemple. Et donc, il faut absolument regarder comment on peut construire les moyens d'une paix dans le respect des peuples, et évidemment le respect des peuples ukrainiens. Moi, ce que j'espère de tout mon cœur, mais je ne suis absolument pas spécialiste des questions internationales, donc je prends beaucoup de précautions quand je m'exprime, c'est espérer voir le peuple russe se soulever et enfin, pouvoir vivre dans une démocratie. Effectivement, ce n'est pas forcément ce qu'on voit pointer pour l'instant du côté de la Russie. Je le sais bien, et j'en suis fort malheureuse.
L'autre gros dossier, on va dire, de cette rentrée, c'est la réforme des retraites dont on parle depuis très longtemps. Le gouvernement se donne 3 mois, donc jusqu'à Noël, pour discuter avec les syndicats, avec l'opposition, avant de trancher. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que vous leur faites confiance sur ce délai de discussion? Non, en politique, il n'y a pas de confiance, il y a des actes. Non, mais en plus... Pour l'instant, il y a une annonce. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce que je dis, au-delà des annonces, en politique, il faut des actes. Donc comment nous, on pressent les choses? Là, on est sur la loi de finances, donc l'organisation du budget de l'État, tout simplement, et il va y avoir la loi de financement pour la sécurité sociale. Nous, ce qu'on a quand même compris, c'est qu'au fond, il y a un petit cheval de Troie là qui va arriver pour créer les conditions donc d'allonger la durée du temps de travail pour pouvoir bénéficier de la retraite jusqu'à 65 ans. Ça s'appelle un cheval de Troie. Moi, je vais vous dire les choses, avec une clarté qui est une clarté extrême. Là, pour le coup, je peux vous garantir qu'avec la NUP, on ne va pas se laisser faire. Et on ne va pas laisser faire cette affaire-là qui est absurde. Elle est absurde. D'abord, je l'ai déjà dit, je crois souvent ici, c'est que l'espérance de vie en bonne santé entre un cadre et un ouvrier est fort différente. Donc, je peux vous garantir qu'à 64 ans, c'est terminé pour les ouvriers, pour les employés. Donc, c'est pas mal, ça fera de la retraite pour les morts, pardon de m'exprimer comme ça, mais je ne fais que reprendre les propos du grand Jaurès, qui s'exprimait lui aussi de cette façon. Et par ailleurs, je mesure, et c'est tout à fait évident sur un plan statistique, que les seniors, on est de plus en plus jeunes seniors, ont bien du mal à trouver du travail. Donc c'est pas de cette façon-là qu'il faut procéder. De surcroît, le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est pas à la France insoumise, dit non. Ce n'est pas un problème de moyens financiers. C'est est-ce que oui ou non, la France, un grand pays, reconnaît le travail qui a été mené pour un certain nombre très tôt en âge, et donc le droit à la retraite, le droit au repos, le droit à faire autre chose de sa vie, particulièrement pour ceux qui, pardon de m'exprimer comme ça, ont été particulièrement attachés à la machine pendant toute leur durée de vie professionnelle. Donc, la Macronie est prévenue, on sera là. Bruno Le Maire l'a répété, l'élément central de sa réforme, c'est le décalage de l'âge légal de 62 à 65 ans. Vous me dites, hors de question. Hors de question. Hors de question. Ça ne sert à rien de discuter pendant 3 mois, finalement. On n'est pas les syndicats, nous, mais en tout cas, en tant que représentation nationale, au Parlement, nous serons extrêmement mobilisés pour ne pas laisser faire cela. Il y a un article, par exemple, qui risque de proposer une retraite minimum à 1 100 €. Ça, vous pourriez le voter, non? Non. Pourquoi? Non, mais parce que c'est pas suffisant. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est mieux moi, ma maman, elle a 900 €, oui. D'accord, bon. Donc, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, un travail parlementaire. Lorsque vous rentrez dans l'hémicycle, vous êtes sur vos objectifs qui sont évidemment les plus élevés. Et puis après, on voit comment ça se déroule. Vous voulez que je vous donne un exemple précis? Tiens, alors celle-là, elle est pas mal. C'est les mesures d'urgence sur le marché du travail. Il faut se méfier parce que dès qu'on nous parle d'urgence, c'est qu'il va se passer de mauvaises choses. Donc, nous portions un amendement qui disait des contrats de travail qui ne durent que 6 mois, doivent coûter davantage au patronat. OK ? On nous a dit non. Alors, bon, nous, on a dit, et 3 mois, un contrat de travail de 3 mois, est-ce qu'il ne devrait pas être taxé davantage? On nous a dit non. Bon, on a dit, est-ce qu'un contrat de travail qui durerait 1 mois, pourrait être taxé davantage? On nous a dit non. Est-ce qu'un contrat de travail qui ne dure qu'une journée, et aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers d'offres d'emploi, c'est pour travailler un jour. On nous a dit non. D'accord? Donc, voilà comment on procède. Mais lorsque l'on est confronté à des libéraux, eh bien, voilà ce que l'on nous répond. On nous répond non. Vous mesurez le truc? Un jour de travail. On nous a dit non. Et on a dit non au peuple de France. Alors, vous allez vous opposer avec... virulence, si j'en crois vos propos. Avec détermination, en tout cas. Mathématiquement, de toute façon, la NUPES ne peut pas bloquer ce projet-là. Eh bien, nous verrons. On le voit. Nous verrons. Mais si nous partons du principe... de censure au mois de juillet qui n'a même pas fait le plein des voix de la NUPES. Donc là, vous le savez que de toute façon... Oui, mais on ne rentre pas dans un débat. Sinon, on reste tous chez nous. Vous voyez ce que je veux dire, donc on rentre pas... Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'action, justement si au Parlement, vous ne pouvez pas bloquer, les premières manifestations ont démarré au mois de septembre. À Grenoble, il y avait 2500 personnes le 29 septembre dans les rues, à l'appel des syndicats. Est-ce que ça peut venir par ce biais-là? Oui. Une expression que j'emploie souvent est de dire qu'au fond, on doit articuler la loi et la rue.
D'accord ? Le député n'est rien sans la rue n'est rien sans des parlementaires. Évidemment, nous avons notre grande marche du 16 octobre contre la vie chère et l'inaction climatique. À coup sûr, évidemment, cette affaire de retraite va s'inviter dans cette grande marche. Moi, j'invite tout le monde à s'inscrire, à monter dans les bus pour que nous soyons le plus nombreux possible ce dimanche-là pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Stop à la monarchie présidentielle, stop aux fausses concertations, stop à ce gouvernement qui, de haut, finalement, cherche à imposer au peuple de France tout un tas de réformes que nous ne pouvons pas accepter. Donc évidemment, si nous sommes tout seuls, entre guillemets, au Parlement, ça va être compliqué. Mais si on s'appuie les uns sur les autres, je vous garantis que ça va fonctionner. Et ce qu'on observe sur la grande marche du 16 octobre, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats, les partis, les associations appellent de plus en plus nombreux à cette marche. Donc, évidemment, ça va être un moment qui va être un moment très important. Bon, il y a quand même des syndicats, et pas les moindres, qui n'appellent pas à cette marche. C'est la CGT qui a dit qu'elle n'y serait pas, le Parti communiste, Olivier Faure. Le Parti communiste, ça y est, a appelé. Donc ça bouge. Bah, il y avait une réaction d'Olivier Faure ce matin, le patron du PS, par rapport à un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui comparait cette marche à une marche révolutionnaire de 1789 et avec... Pour ceux qui l'ont lu, c'est notre culture. L'idée d'une révolution un peu dans la rue, qui n'a pas plu visiblement au patron du PS. Vous n'avez pas peur justement que cette radicalité puisse effrayer... Quelle radicalité. C'est radical que de demander à être rémunéré correctement pour notre travail. C'est radical que de dire l'augmentation des pattes de 42% ne sont pas acceptables. Personne ne s'y trompe. Puis après... Quand même, nous, dans notre histoire et dans notre culture, oui, la Révolution française est quelque chose qui est important. Alors, il y avait les Gilets jaunes, il y a quelques années, qui avaient tenté presque une révolution dans la rue. Vous souhaitez un mouvement un peu similaire à l'automne ? En tout cas, un mouvement social profond, important, bien... Celui-là n'était pas maîtrisé ni par les partis, ni par les syndicats. J'allais y venir. Donc, un mouvement social profond, important, bien maîtrisé, bien organisé, est nécessaire aujourd'hui. Mais je pense que c'est clair, hein, vous savez, dans la tête de nombre d'entre nous, c'est clair. Donc, il y a ce rendez-vous du 16 octobre. Et puis, bien évidemment, il y a les rendez-vous des syndicats et puis toutes les façons dont on pourra dire, dont le peuple de France pourra dire qu'il n'est pas d'accord. Stop à la monarchie présidentielle. Il n'y aura qu'une marche le 16 octobre ou différentes? Non. On a fait ce choix-là qui pour nous est très important, qui est de faire quelque chose d'assez massif. Alors nous sommes conséquents. Nous sommes des gens organisés, donc c'est pour cette raison que des bus partent de toutes les grandes villes de France. Alors nous, Grenoble, il est plein déjà, donc on va ouvrir, si je puis m'exprimer ainsi, un deuxième bus pour que tous ceux qui veulent aller à Paris, manifester, exprimer ce qu'ils ont à exprimer, puissent le faire. Vous êtes fixé un seuil de participation pour que ce soit une réussite? Non. Bon, quand même. Je sais pas. Vous savez que vous allez juger à ça. De toute façon, on va avoir du monde. Oui, mais moi, je suis pas inquiète. Je sais qu'on va avoir du monde. J'imagine de façon assez assidue le nombre de participants. Bien sûr. Mais je n'ai pas depuis d'abord. J'aurais bien du mal d'ailleurs, même si je répondais précisément à dire à partir de tel nombre, c'est un succès. Moi, mon intuition me dit qu'on sera nombreux parce que bruisse dans tout le pays quand même un esprit de mécontentement qui est très très important et qui dépasse mais complètement nos propres rangs, quoi, hein. Disons, la vie est dure, la vie est très très dure. Et pour chacun, il y a une espèce d'incompréhension, de contradiction entre notre pays, la France, qui est si riche, et la difficulté dans laquelle de plus en plus de personnes sont pour boucler les fins de mois, pour payer la cantine pour les enfants. C'est pas possible, ça. Alors, pour renverser le gouvernement, il y a éventuellement la rue, mais il y a aussi un outil démocratique qui existe, c'est la motion de censure. Alors, je l'évoquais, vous l'avez utilisé dès le début, au mois de juin, peut-être un peu pour compter vos forces. Non, pour dire quelque chose politiquement, et pour dire que d'emblée, notre confiance à ce gouvernement n'était absolument pas acquise. C'est ça aussi que ça signifie, une motion de censure. Vous avez réuni 148 voix sur les 151 de la NUPES. Si une motion de censure est redéposée, il faudra qu'elle fasse plus
si vous voulez qu'elle fonctionne. Ça veut dire que la droite et l'extrême droite devraient vous rejoindre sur cette motion de censure. Ça vous gênerait, par exemple, de faire tomber le gouvernement avec des voix de l'extrême droite? Chacun fait son choix, chacun vote en son âme et conscience. Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est que finalement, le RN, et s'accommode bien de la Macronie, en vérité. Et on l'a bien vu, je crois que je le disais tout à l'heure, pardon si je me répète, mais on a bien vu que le Front National ou le RN, de toute façon, c'est les mêmes, s'étaient opposés fermement, absolument, à l'augmentation des salaires. Voilà, tout est dit, tout est dit. Les masques tombent, ceux qui nous ont raconté que eux défendaient les milieux populaires et blablabla, tout ça, c'était des histoires, et on voit bien la manière dont ils votent, et ils ne votent pas du tout dans le sens de l'intérêt des catégories populaires. Et Emmanuel Macron évoque une menace de dissolution de l'Assemblée nationale en cas de blocage institutionnel. Oh là là, nous tremblons. Perdriez votre poste de député? Oh là là, nous tremblons, nous tremblons. Partir non, pas du tout. Moi, je pense que c'est la vie, ça, c'est le peuple qui décide. Donc moi, je n'ai pas peur du peuple. Donc j'ai aucune difficulté avec ça. Moi, sincèrement, je pense que les menaces de dissolution s'adressent plutôt aux députés de Macron, qui sans doute pour un certain nombre se disent oulala, y compris comment on va se faire réélire avec des mesures antipopulaires à ce point-là. Nous, ça va très bien. On n'a pas peur du peuple. Il n'y a pas de souci. S'il faut retourner devant les électeurs, en l'occurrence de la 3e circonscription, eh bien je le ferai. Pas de problème. Vous évoquiez les députés du Rassemblement national, ils sont 89 à l'Assemblée, plus que votre groupe de la France Insoumise. Il y avait eu une cohabitation un peu compliquée sur les premières semaines. Certains députés de LFI refusaient de saluer les députés RN. Ouais. Vous, quelle est votre position? Non, moi je les salue pas non plus. Vous ne les saluez pas non plus? Non, enfin, saluer, pas saluer, c'est un détail. Ce que ça signifie, c'est que je serai toujours opposée à ceux qui sont anti-républicains, à ceux qui sont racistes, à ceux qui sont xénophobes, à ceux qui veulent diviser le peuple et qui s'opposent en son sein. Voilà, pour moi, c'est ça qui compte. J'ai l'âge que j'ai et depuis bien longtemps, je m'oppose à leurs idées. Alors, on voit quelques images d'Alexis Joly, qui est le député du Rassemblement national en Isère. Vous connaissez bien, puisqu'il siégeait jusqu'à maintenant aussi à la métropole de Grenoble. Il a réagi cette semaine au drame qui s'est déroulé sur votre circonscription, pointant du doigt l'inaction du gouvernement et de la municipalité en matière d'insécurité. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Une jeune fille de 18 ans, passagère d'un délinquant qui avait foncé sur les forces de police, a été tuée d'une balle dans le cou sur le cours de la Libération. La police tue, c'était le tweet de Jean-Luc Mélenchon au mois de juin, dans un cas similaire, un délit de fuite avec une passagère qui avait été une victime collatérale. Ça se passait à Paris. Vous reprendriez son expression? Alors, on va là aussi, il faut qu'on soit un peu précis. Quand Mélenchon dit « la police tue », il ne veut pas dire « les policiers tuent » et n'aurait que cet objectif-là que de tuer d'autres citoyens. Ce qu'il veut dire, c'est l'institution policière. Et évidemment, il y a quand même quelque chose qu'il faut regarder de près. Avant 2017... un policier pouvait utiliser son arme de poing lorsqu'il y avait une situation de défense, de légitime défense. À partir de 2017 et de la loi relative à la sécurité publique, ce spectre, si je puis dire, ce cadre a été élargi. D'ailleurs, Sébastien Rocher lui-même, il n'est pas à la France Insoumise, dit ce cadre n'est absolument pas clair. Et c'est ce qui fait aussi que cette année, il y a eu un mort par mois dans le cadre des refus d'obtempérer. Et soyons clairs, ça met tout le monde en danger. Ça met les citoyens en danger, mais ça met aussi les policiers en danger. Cette idée qui est donc dans cette fameuse loi de 2017 et qui dit qu'on peut tirer en particulier sur une voiture en mouvement, voilà ce que ça donne. Ce n'est pas les policiers, c'est bien le cadre législatif qui a changé et qui crée cette violence-là. Donc c'est ça que nous voulons dire. Et nous considérons, alors avec Darmanin, on est un peu mal parti, si je puis parler, voire mal embarqué, si je puis parler d'une façon triviale. Mais il est évident qu'il faut non seulement autre chose qu'une police d'intervention, mais bel et bien une police de proximité, proche des habitants. Tous ces événements-là écartent la police et la population. Or, moi, je suis très attachée à ce qu'il y ait un lien fort entre la police et la population. Ce cadre législatif, au contraire, met tout le monde en danger et écarte, encore une fois, la police de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une refonte globale de l'usage de la force par la police. Cette question, elle est extrêmement sérieuse. Un mort par mois. Et puis en plus, souvent dans des situations de dégâts, entre guillemets, collatéraux. Rendez-vous compte, je pense que tout le monde a conscience de ce que ça signifie que
en pleine nuit, avoir par exemple un appel où on vous dit que votre fille, malheureusement, est décédée dans ces conditions-là. Et puis il y a un autre aspect, je crois, pour reconstruire et construire cette confiance entre la police et la population. La police, c'est avant tout un grand service public. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le marteau, très mal utilisé par Darmanin, d'une façon extrêmement violente, mais c'est aussi un grand service public d'accueil de l'ensemble des victimes, d'intervention quand il se passe quelque chose. Donc il faut absolument reprendre la doctrine d'intervention de la police et de l'utilisation du recours à la force, et sans aucun doute se poser la question d'une police de proximité, et pas seulement une police d'intervention qui contrôle, toujours les mêmes mômes, toujours au bas des mêmes immeubles. Tout ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour les mômes, ça n'a pas de sens pour l'ordre public, et ça n'a pas de sens pour les policiers. On sait bien aujourd'hui que les policiers, les policières sont quand même... Je ne vous fais pas l'article sur les suicides dans la police, d'accord, hein, sont quand même dans une absence de sens relativement aux consignes que M. Darmanin leur donne. Non. Là, sur le cas grenoblois, donc, mais les policiers n'auraient pas dû tirer et auraient dû laisser, entre guillemets, s'échapper le délinquant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce recours à la force, il doit être rediscuté et retravaillé dans un cadre parlementaire. Parce que je crois que ces situations-là, oui, pour un mort par mois, nos policiers, vous vous rendez compte, c'est nos policiers, ils sont là pour nous protéger. Un mort par mois dans ces situations-là depuis le début de l'année, c'est pas acceptable, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement. Et dans les projets de Darmanin, et on aura évidemment à s'exprimer, je vous garantis que ce personnage nous met en insécurité, de par les consignes qu'il donne, de par la vision qu'il a, de par cette idée d'une surveillance un peu généralisée. Là, il dit on va mettre 14,5 milliards d'euros sur la table. Très bien, ouvrons cette boîte et regardons comment ces moyens vont être effectivement utilisés. La moitié, c'est pour acheter du matériel, des drones, des caméras trucs, des caméras machin. Nous, on veut de la présence humaine, on veut de la police de proximité. Vous savez, c'est la même chose que l'on disait avec Éric Piolle lorsque nous avions tous les deux en charge ce sujet. Bon, derrière ces faits divers tragiques, il y a souvent l'ombre du trafic de drogue. Une petite vidéo qui a été prise sur la place Saint-Bruno le week-end dernier. C'est aussi votre circonscription. Je ne sais pas si on peut la voir. C'est une fusillade qui a entraîné aussi une course-poursuite oui. Au milieu des passants, en pleine journée. Votre parti a longtemps été favorable à la dépénalisation de la drogue. Vous pensez que c'est une solution, c'est la solution pour régler ce genre de problème? Alors, il faut raisonner autrement peut-être. Donc d'abord, on est pour la légalisation. Et en fait, ce qu'il faut analyser ensemble, c'est où nous mène la prohibition. La prohibition nous mène nulle part. Nous mène à la violence, nous mène au trafic, nous empêche tout de même d'avoir des politiques de santé publique parce que... Alors, vous allez me dire, la France, c'est le premier pays consommateur de psychotropes, et ce depuis longtemps. Donc, on va peut-être pas si bien que ça. Et en particulier, la consommation du cannabis relève de cela. Donc, c'est un peu comme nos affaires de police d'une manière générale. On arrête le film, on se pose, on met de côté l'idéologie, les coups de menton, les coups de botte, et on réfléchit. Et nous, ce que l'on dit, c'est que la prohibition nous mène juste dans le mur et amène tous ces phénomènes de violence. Et ça n'est pas acceptable. Ce que vivent les habitants de Saint-Pruneau, ce que vivent les habitants de Mistral, parce qu'on peut peut-être quand même en parler, de nos habitants de Mistral, et vous savez que, sans faire de différence, j'y suis très attachée. Je suis très attachée au quartier Mistral, et on sait bien la violence que subissent les habitants. Et puis par ailleurs, c'est normal qu'un pays laisse autant de mineurs être embarqués là-dedans, être mis en danger. Nous ne respectons pas notre devoir de protection, la protection que nous devons à l'égard des mineurs. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Dupond-Moretti, qui bouge beaucoup les bras, et qui parle peut-être bien, qui parle bien, disons, en tant qu'avocat. Bien sûr, tout à fait, à réformer le code pour les mineurs, et nous ne sommes pas d'accord parce que nous considérons que les mineurs doivent être protégés. Et encore une fois, la prohibition, c'est comme aux États-Unis avec l'alcool, vous savez, c'est toujours les mêmes phénomènes, nous empêchent d'avoir des vraies politiques publiques de lutte contre les stupes. Alors, dans l'actualité politique de la semaine à Grenoble, elle a été chargée. Il y a également la mise en cause de Christophe Ferrari, le président de la métropole, qui a utilisé sa voiture mise à disposition par la collectivité pour des déplacements privés, notamment des vacances et des week-ends. Alors, il a convenu par communiqué en fin de semaine qu'effectivement, ce qui était annoncé dans la presse était vrai, mais que
Il n'était pas au courant de l'usage. Ça vous choque, ce type de comportement? Vous savez, moi, je n'ai lu que ce qui est paru dans la presse. Parmi les principes républicains, il y a l'indépendance de la justice. Moi, je fais zéro commentaire sur une procédure judiciaire, quelle qu'elle soit et quelle que soit la personne qu'elle met en cause. Voilà, que la justice fasse son travail et puis on verra bien. Bon, à l'origine de cette affaire, il y a un de vos collègues, Yann Mongaboru, qui est élu dans la majorité d'Éric Piolle, qui siège aussi avec vous dans le même groupe à la métropole, qui fait partie normalement de la majorité présidée par Christophe Ferrari. Ça va forcément laisser des traces. Oup. Attention. Hein, dans la Constitution, il y a quelque chose qui s'appelle l'article 40. Tout citoyen, quel qu'il soit, quand il aperçoit un délit, doit faire un article 40. Moi, je l'ai déjà fait, y compris dans le cadre de mes fonctions. De votre camp ? Bah alors, quand même. Et donc, c'est un devoir pour tout citoyen, quand il constate un délit, que de le signaler à la justice. Puis après, la justice fait son travail. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a une procédure judiciaire, il faut qu'elle soit menée à son terme, comme il le faut, avec la défense qu'il faut, les avocats qu'il faut, l'attitude du parquet telle qu'elle doit être, etc., etc. Et puis, ma foi, on verra bien. Moi, je ne commente pas des articles de presse. Bon, donc Yann Mongaboru, en tout cas, a bien fait, si je vous suis. En tout cas, il a fait son travail de citoyen. Dénoncer les il a fait son travail de citoyen. Qu'il estimait il a fait son travail de citoyen et il n'a pas fait le malin. Il n'est pas allé faire des conférences de presse. Il a fait son travail de citoyen. Très bien. Dans cette émission, Elisa Martin, on demande chaque semaine à l'invité de poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Alors, vous vous prêterez dans quelques instants à l'exercice. Mais maintenant, c'est Élodie Jacquier-Laforge qui était à votre place la semaine dernière, qui est également députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Alors, elle fait partie du MoDem, donc plutôt de la majorité présidentielle. Elle vous pose donc une question, on l'écoute. En fait, aujourd'hui, on a 44 millions de tonnes de marchandises qui passent par l'arc alpin. Et aujourd'hui, c'est 90% par la route. Et la nouvelle ligne Lyon-Turin pourrait absorber la moitié de ce transit. Et aujourd'hui, une motion, en tout cas, souhaite être déposée par le groupe de la France Insoumise sur le fait que finalement, voilà, ce ne serait pas un projet pertinent. Et qu'on pourrait se satisfaire de l'existant, sauf qu'aujourd'hui, on le sait, les voies qui existent ne permettent de transporter que 6 millions de tonnes par an. Donc ma question, Madame la députée, c'est quelle est votre position sur le projet Lyon-Turin? Voilà. Alors, ma position est extrêmement claire. Bon, cette affaire-là date de 1990. Ok, ça fait 30 ans qu'on en cause. Donc, il doit quand même y avoir 2-3 sujets de complexité. Toutes les hautes administrations y sont opposées. Inspection des finances, Cour des comptes, les ponts et chaussées, tout le monde y est opposé. Les associations environnementales, évidemment, y sont eux aussi opposées. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est révélé ces derniers mois? Ce qui s'est révélé, c'est que ce projet Lyon-Turin est illégal. Pourquoi il est illégal? Parce qu'il traverse, il touche, il impacte, comme vous voulez, 19 captages d'eau potable. Bon. Donc ça, c'est interdit par la loi. Et ce, depuis encore plus, bien avant même cette date de 1990. C'est pour cette raison, je ne sais pas ce à quoi elle fait allusion, mais c'est pour cette raison que, sous l'impulsion de Gabriel Amar, rejoint en cela par nombre de députés de la NUP, à commencer, si je puis dire modestement, par moi-même, nous demandons une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur ce sujet et l'impact que cela a sur l'eau. Et puis, il y a peut-être une autre question qui se pose. Est-ce qu'il est légitime, normal, qu'il y ait autant de transport de marchandises? Et si on parlait relocalisation, par exemple, relocalisation de la production et de l'industrie, peut-être que du coup, on aurait aussi moins de marchandises qui doivent circuler. Cette affaire de Lyon-Turin, c'est l'ancien monde, c'est l'ancien temps, ça n'a pas de sens. Et encore une fois, mesurons précisément ce que signifie d'impacter 19 captages d'eau potable. On ne va pas se faire l'article. On sait bien aujourd'hui la valeur universelle, la valeur de bien commun qu'a l'eau.
Hein, Danielle Mitterrand a porté ce sujet pendant longtemps, elle avait raison, et elle disait les choses avec force. Donc nous les disons maintenant aussi avec force. Il ne faut pas rigoler sur ces sujets-là, c'est quand même important. Et on agite cela, de mon point de vue, d'une façon qui est un petit peu trop simpliste. Et puis en plus, plus vous ouvrez les voies, hein, vous savez, hein, plus vous avez effectivement de transport. Donc nous, on considère d'abord cette commission d'enquête parlementaire. Comme ça, on pourra objectiver effectivement les choses. Et du coup, ça permettra aussi de parler des alternatives. Mais il n'y en a pas beaucoup des alternatives, à part réduire le trafic de camions, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, vous le savez bien. Oui, mais il va bien falloir commencer un jour. Bon, donc il faut commencer maintenant. C'est évident que la question du dérèglement climatique, aujourd'hui, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Hein. Ça vaut bien plus que Lyon-Turin, l'humanité, bien plus. Avec des projets, grands projets inutiles. Parfois, on dit, bon, ben voilà, on en est là. Hein. Jean-Luc Mélenchon qui vidait l'eau des Alpes, là aussi, il exagérait un petit peu. À peine, on est quand même les 19 captables. Oui, mais pas. Oui. Les Alpes, c'est grand, ça va de la Slovénie jusqu'à Monaco. Donc certes, c'est son sens de la formule. Porté là-dessus. Livraison prévue en tout cas en 2030, c'est à peu près 20 milliards d'euros. Donnons-nous rendez-vous en 2030. Et moi, je vous garantis qu'il n'y aura pas de Lyon-Turin en 2030. Mais il y a évidemment la question de l'eau, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions techniques et puis des questions de coût. Et l'argent, il faut quand même l'utiliser à bon escient. Et pour nous, là, c'est de l'argent, ma foi, qui s'envole et qui ne résout pas, pardon, j'insiste, hein, et qui ne résout pas la question écologique d'une façon générale, voire qui plutôt l'accélère et la met en danger via la question de la préservation de l'eau. Puisqu'on parle de grands projets, alors c'est pas la même échelle, mais ça vous concerne puisque c'est sur votre circonscription, le métro câble entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine. La ville de Saint-Égrève a émis des réserves cette semaine, ville écolo. C'est un projet qui normalement doit être ouvert en 2025, donc c'est plus près de chez nous. Ce sera le cas ou c'est pareil? Moi, je redonne ma position. Pour moi, ce projet n'est absolument pas une priorité. Il faut plutôt mettre le paquet sur le développement des transports en commun à l'échelle de la métropole. Évidemment, le RER urbain et le développement de transports en commun. Peu importe si c'est pas tram, ça peut être des bus à haute qualité de service. Ça va très très bien, ça, hein, parce qu'on sait bien que le tram, c'est très très coûteux, entre guillemets très contraignant. C'est par là qu'il faut commencer. Et ce me semble, le PDU d'ailleurs, les documents prescriptifs en matière de développement des transports d'une manière générale disaient bien que la priorité était là. Donc là, l'enquête publique va commencer. Bon, une enquête publique, c'est un moment où on interroge les citoyens. Moi, j'invite les citoyens à aller dire qu'ils ne sont pas d'accord et que ça n'est pas la priorité. On a parfois une petite difficulté avec les hommes politiques, j'ai bien dit les hommes politiques, qui souhaitent se confondre dans des espèces de projets comme ça, de cette nature. Bon, allez, je ferme cette parenthèse immédiatement, mais il n'empêche qu'en attendant, là aussi, il faut être sérieux. Et les moyens, ils doivent être consacrés au développement des transports en commun. C'est ça qui est important, et qui, sur un plan écolo, mais aussi sur le plan du nombre de personnes desservies, sera bien plus important. Il y a un collectif, tout à fait sérieux, tout à fait constitué, qui m'a sollicité d'ailleurs, et qui se mobilise contre ce projet. Et moi, je les soutiens à 100%. Et on va regarder comment, politiquement, y compris les élus locaux, peuvent s'exprimer, comme l'a fait Laurent Amadieu, peuvent s'exprimer contre ce projet. Il faut être sérieux et il faut hiérarchiser les enjeux. Là, on retourne à nouveau sur un double enjeu, un enjeu social de capacité à se déplacer, c'est un droit, et un enjeu écologique. Il faut mettre les moyens là où il faut les mettre. Le développement des transports en commun à vocation, si je puis m'exprimer ainsi, universelle, même si c'est l'échelle de la métropole. On a élargi le syndicat des transports, justement, dans l'idée d'avoir une vision globale. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de métro-câble, là ? On enterre le métro-câble, donc si je vous suis bien, en tout cas, oui. pour vous, je rappelle que les hommes politiques ont porté le projet. Aujourd'hui, c'est Sylvain Laval, le président du SMAG, maire de Saint-Martin-le-Vinoux, et puis Christophe Ferrari, le patron de la métropole, mais il y avait Yann Mongaburu aussi, qui en son temps avait initié ce mais projet. pas comme priorité devant tout le reste, mais c'est important. Et je pense de le dire, personne n'est une girouette sur ces sujets-là. Dernier petit exercice, Élisa Martin, c'est à votre tour de poser une question à notre invité de la semaine prochaine. Alors, ce ne sera pas un élu, c'est un représentant de l'État, c'est le préfet de l'Isère, Laurent Prévost. Chaque département a un représentant de l'État et il viendra avec nous évoquer beaucoup de sujets. On parlait de sécurité, mais l'emploi, la sécheresse, beaucoup de
de thématiques touchent directement la préfecture. Donc je vous laisse regarder la caméra en face de vous et puis lui poser la question que vous souhaitez. Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, monsieur le préfet, je veux vous saluer d'une façon républicaine et vous interroger quant au contrat de plan État-région qui aurait dû être signé fin 2021 au maximum et qui n'est toujours pas signé pour notre grande région. Je suis évidemment fort préoccupée par les projets structurants de la région, mais aussi ceux de la métropole, par exemple le fameux RER urbain, mais aussi la ligne Grenoble-Gap. Donc, comment pouvez-vous nous aider à ce que la voix des acteurs locaux, les 4 métropoles de la grande région se sont exprimées à ce propos, puisse être entendue? Bref, comment on fait pour que cette affaire sorte de la citadelle régionale de M. Vauquier et du bureau du préfet de région? Voilà, merci. Merci beaucoup, Élisa Martin. Merci à vous pour votre Laurent invitation. Prévost, le préfet de l'Isère, vous répondra la semaine prochaine. Sans aucun doute. Sur ce plateau, il n'aura pas le choix de toute façon, parce qu'on lui posera la question. Vous pouvez revoir les QG politiques sur notre site internet télégrenoble.net. L'émission est diffusée chaque semaine le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Bonne continuation. Merci. Pour vos 4 prochaines années de parlementaire. Merci beaucoup et un grand salut à tout le monde.